Alors, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour ce magnifique programme. Alors, oui, vous voyez mon écran. Alors, Myriam l'a dit, il y a beaucoup de choses à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. Il y a tellement de choses qu'il y a un parti pris. Donc, veuillez m'excuser pour le parti pris parce que je vais vous parler d'ischémie cérébrale et je vais vous parler surtout de médicaments et de stratégies notamment médicamenteuses. Et voilà, on va être focus pas sur l'élargissement de la fenêtre. Myriam on en a très bien parlé, des volumes. Et vous allez voir que ça bouge énormément. Donc c'est une fenêtre un peu vers l'avenir. Alors vous avez ici mes liens d'intérêt. J'ai la chance de coordonner un programme RHU de recherche hospitalo-universitaire qui s'appelle Booster, qui est centré sur la médecine de précision de l'infarctus cérébral à la phase aiguë de l'AVC, dont le fil rouge est le caillot. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, je vous aurai un petit peu convaincu qu'on est dans les pas de la cancérologie avec une médecine de précision à l'échelle cellulaire. Et puis, autre point, il y a dans les partenaires industriels que vous voyez ici, il y a une boîte française qui s'appelle Acticor, qui est une start-up qui vient de l'INSERM, unité INSERM dans laquelle je travaillais, que j'ai accompagné pour le développement d'un médicament dont on dira un mot. Donc vous voyez qu'il y a une grande dynamique française, notamment dans cette thématique-là. Donc ça, c'est l'agenda que je vous propose. On va revenir sur les limites et les enjeux des traitements de phase aiguë de l'ischémie cérébrale. Et puis, je vais vous parler de nouvelles cibles. Et vous voyez, on est au niveau cellulaire, les neutrophiles et les plaquettes. Alors, il y a deux grands cas de figure. Myriam en a déjà parlé. Donc, vous avez une ischémie cérébrale qui est identifiée ici en diffusion, mais on n'a pas d'occlusion artérielle proximale, le traitement de référence. Myriam l'a très bien dit, moi je dis pareil, c'est le desktop, c'est la thrombolyse, ici l'altéplase. Alors c'est vrai que ça marche, mais vous voyez, c'est pas mirobolant non plus. C'est-à-dire qu'on va gagner 15% d'autonomie fonctionnelle, c'est pas magique. Et en fait, pour la situation, on a une ischémie cérébrale et une occlusion artérielle proximale ici. Là, on a une combinaison. On retrouve notre ami desktop avec la thrombolyse IV et cette fois-ci s'associe une intervention par l'intérieur des vaisseaux, une intervention endovasculaire où on va capturer le caillot. Donc vous avez ici l'image d'un dispositif, c'est un stent qui est déployé mais qui n'est pas largué, contrairement à la cardiologie interventionnelle, pour récupérer ce caillot. Alors on a d'autres stratégies, on peut aspirer également avec des gros tuyaux, des gros cathéters. Et donc quand on fait ça, vous voyez que on est pas mal parce que finalement, on gagne en termes d'autonomie 47%. Alors on pourrait se dire c'est pas mal, mais finalement c'est assez décevant parce que si on voit le verre à moitié vide, ça veut dire qu'il y a plus d'un patient sur deux qui reste avec un handicap fonctionnel. Et donc ça vous montre aussi la marge de progression que l'on a qui est très importante. Les limites de la thrombolyse, il y en a essentiellement deux. Une première limite, c'est la tolérance. Et la tolérance, c'est le risque hémorragique la première semaine qui va être responsable d'une surmortalité. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'essais qui avaient montré le bénéfice de la thrombolyse dans les années 90, il y avait un bénéfice sur le handicap, mais pas sur la mortalité à cause de cette surmortalité qui était liée au risque hémorragique. Et l'autre limite importante de la thrombolyse IV, cette fois-ci, c'est en termes d'efficacité. C'est pour déboucher les artères. C'est-à-dire que la thrombolyse IV, elle est assez performante pour déboucher les artères qui sont distales. Mais dès qu'on s'intéresse aux artères proximales, la carotide interne ou l'artère basilaire, ça va être beaucoup moins performant avec des taux de réouverture des artères qui vont être inférieurs à 10%. Alors pourquoi c'est important de déboucher les artères? Vous avez ici dans ce graphe des scores de réouverture des artères, ce qu'on appelle les scores MTK. Quand on est de 2B3, on considère que l'artère est réouverte, donc c'est un succès, dit en géographique, et vous voyez que finalement on est assez content parce que finalement c'est 85 à 90%, c'est un peu des scores soviétiques d'élection il y a quelques années. Mais en fait, quand on s'intéresse à la recanalisation parfaite, c'est-à-dire la réouverture des gros et des petits vaisseaux, là on s'aperçoit qu'on est nettement moins bon.
Et c'est juste finalement un patient sur 3 qui a cette localisation parfaite. Et là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour bien réouvrir les artères. Et en effet, on sait que quand on arrive à obtenir ce fameux Graal, là, le TICI 3, c'est-à-dire la réouverture complète des grosses artères et des petites, on va gagner en termes de récupération. Vous voyez, quand on compare le 3 versus le 2B, on a une amélioration de plus de 20% ou un gain de plus de 20% en termes d'autonomie fonctionnelle. Alors, justement, pour aller réouvrir les artères les plus petites, maintenant, il y a des nouvelles stratégies où, et vous avez ici un exemple, où après la réouverture de l'artère proximale, vous avez des équipes qui vont monter un cathéter et qui vont aller, alors que la grosse artère proximale est réouverte, ils vont rajouter dans les artères intracrâniennes un fibrinolytique. Donc c'est une administration intra-artérielle d'un fibrinolytique, alors que les grosses artères sont réouvertes. Donc on pourrait se dire, finalement c'est futile puisqu'on a réouvert les artères. Non, on s'aperçoit que, en tout cas dans cette étude-là, quand on fait ce type de stratégie, on arrive à gagner encore de l'autonomie fonctionnelle. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que avec des imageries un petit peu particulières, c'est que quand on administre en intra-artériel un thrombolytique, ici l'altéplase, par rapport au placebo, vous voyez qu'on va réduire le taux de croissance de l'infarctus cérébral. Donc là, cette stratégie d'essayer d'optimiser ou de maximiser la localisation, et notamment des petites artères, elle est associée à un meilleur pronostic. Et en fait, ce que l'on sait, ça c'est des données de laboratoire, c'est que la microcirculation, les petits vaisseaux, ils sont le siège d'occlusion qui vont impacter le pronostic parce que l'infarctus va continuer de croître, mais parce que ça va saigner. Et en fait, il y a notamment un espèce de couple infernal entre les neutrophiles et les plaquettes qui sont responsables de ce qu'on appelle une thromboinflammation. Donc l'inflammation et la thrombose de la microcirculation. Et donc en fait, ça ouvre de nouveaux concepts, c'est-à-dire que les médicaments que l'on a, c'est la fibrinolyse, donc qui va agir contre cette espèce de fil rouge que vous voyez, qu'on appelle la fibrine. Mais dans les cailloux, il n'y a pas que la fibrine. Vous voyez qu'il y a des globules rouges. En bleu, ici, on a des plaquettes. Et donc, on a d'autres acteurs qu'il va falloir cibler. Et donc, au lieu de raisonner fibrinolyse, on devrait plutôt raisonner thrombolyse en ciblant d'autres acteurs autres que la fibrine, des plaquettes et puis des fragments d'ADN, parce que les neutrophiles, quand ils meurent, ils vont cracher des sortes de toiles d'araignée qu'on appelle les nets. Et la recherche, avec notamment les procédures endovasculaires de capture des caillots, nous a permis d'analyser les caillots. Donc ça, vous avez un caillot de quelques millimètres qu'on a vu ici en imaging, grâce à Myriam. On récupère le caillot grâce aux collègues interventionnels, et après, quand on l'analyse, vous voyez ce que ça donne un aspect de noix. C'est comme une noix, avec une coque qui est très dense, très dure, qui confère la résistance au traitement, et puis un cœur qui est lâche, qui est très friable. Et en fait, l'enjeu, c'est de percer la coque. Et quand on s'intéresse ici à cette coque, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et notamment, ce dont je vous parlais à l'instant, vous voyez ce que vous voyez en jaune, là, ce sont des toiles d'araignée. En fait, ce sont des toiles de fragments d'ADN qui sont libérés par les neutrophiles et qui confèrent une résistance au traitement. Donc l'analyse de ces cailloux nous a permis d'identifier de nouvelles cibles biologiques, parmi lesquelles les neutrophiles. Donc là, je vous montre des coupes histologiques de caillots, et tous les points rouges que vous voyez, en fait, ce sont des neutrophiles. Donc les caillots, ils sont pleins de neutrophiles. Alors, ce que je vous ai montré avec la coque et la noix, c'est une architecture commune des caillots. Dans la très large majorité des caillots, on retrouve cette architecture. Alors que les caillots, ils sont très hétérogènes en termes de composition cellulaire. Donc il y en a qui vont avoir plein de petits points rouges comme ça, plein de neutrophiles, et d'autres un petit peu moins. Et on s'est aperçu qu'en fait, que ces neutrophiles, qu'on voit surtout ici en vert, on les retrouve notamment au niveau de la coque, qui est très épaisse, vous vous rappelez, et ça colocalise, c'est-à-dire qu'au même endroit, on a des fragments d'ADN, donc ce sont des marqueurs d'ADN. Donc ce sont les neutrophiles qu'on retrouve en périphérie du caillot qui vont relarguer l'ADN et former ces fameux réseaux qui confèrent la résistance au traitement. Et donc en effet, on a beaucoup de données qui montrent qu'en fonction de la composition des caillots, plus il y a de caillots, plus on a du mal à réouvrir les artères. Et pareil, plus on a d'ADN dans les caillots, plus on a du mal à réouvrir les artères. Et les neutrophiles, en fait,
il y a un phénomène dynamique, et là je rejoins Myriam sur l'enjeu de finalement de monitorer les patients dans les 24 premières heures et voire plus. Vous voyez qu'en fait, les neutrophiles, en fait, il va y avoir des pics d'activation après le traitement endovasculaire. Donc, c'est pas juste avant de réouvrir l'artère, c'est même après qu'on a réouvert l'artère. On va avoir des neutrophiles qui sont relargués et qui sont délétères. Et quand on les traite ici dans cette étude avec la thrombolyse, on arrive à diminuer le taux d'expression d'un certain nombre d'enzymes. Donc, finalement, on a des phénomènes qui continuent d'évoluer avec ces cellules, les neutrophiles, et qui sont associés au pronostic. Parce que plus vous avez ces marqueurs neutrophilaires ou ces neutrophiles qui sont relargués, moins bien les patients vont aller. Et quand on fait des prélèvements sanguins au niveau de l'artère fémorale, au niveau de la carotide ou après le caillot, on voit bien que les neutrophiles se situent surtout après le caillot. Donc c'est vraiment une problématique locale qui a pu être identifiée. Et alors on a des médicaments. On a des médicaments notamment pour lutter contre l'ADN. On a des espèces d'enzymes gloutons qu'on appelle les DNases. Et on a des données chez l'animal qui montrent que quand on injecte les enzymes gloutons contre l'ADN, vous voyez ici en blanc, vous avez l'infarctus du cerveau chez un animal. Quand on injecte la DNase, on peut réduire de façon efficace la taille de l'AVC. Donc vous avez ici une image de réseau d'ADN relargué par un neutrophile. Et maintenant, chez l'homme, on a des études qui ont déjà commencé en France, mais également en Australie, pour tester, en combinaison avec la thrombolyse IV, ces fameuses DNases. Je vais terminer avec les plaquettes, juste pour vous montrer des exemples de caillots. Vous voyez que les caillots, ils ont des couleurs différentes. Plus ils sont blancs, plus ils sont riches en plaquettes. Plus ils sont rouges, plus ils sont riches en globules rouges. Et on sait que les caillots qui sont riches en plaquettes, ils sont plus durs à traiter, que ce soit avec la thrombolyse ou avec la thrombectomie. Alors on se dit, il y a des plaquettes, il faut donner des antiplaquettaires. Le problème, c'est que quand on donne des antiplaquettaires comme l'aspirine, ça saigne. Quand on donne des anticoagulants ou des antiplaquettaires en association, ça saigne également. Donc on est un petit peu embêté. Il y a d'autres études, notamment en Asie, qui testent d'autres stratégies antiplaquettaires et qui ne montrent pas de bénéfices cliniques. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse à d'autres cibles plaquettaires. Donc là, vous avez une plaquette avec différentes protéines qu'on peut cibler et qu'on est en train d'évaluer avec différents médicaments. Le cangrelor et le glenzocimab, et je m'arrêterai quelques instants sur le deuxième. Donc là, c'est juste pour vous dire que maintenant, on a des nouvelles générations de médicaments avec des durées de vie très courtes, c'est-à-dire que dès qu'on arrête le médicament, 1 heure après, la fonction plaquettaire, elle est normalisée, ce qui est quand même assez incroyable. Et ça, c'est des médicaments qu'on commence à évaluer. Et je terminerai sur ce dernier médicament qui a été développé par cette fameuse équipe INSERM française, qui est le glenzocimab, c'est un peu la lettre au Père Noël, c'est-à-dire qu'on arrive à inhiber les plaquettes sur le versant de la thrombose, de la formation de caillots, sans toucher à l'hémostase, c'est-à-dire sans augmenter le risque de saignement. Et donc cette molécule-là, elle a été déjà évaluée dans une étude européenne pour évaluer sa tolérance. Et ce qu'on a pu montrer dans cette étude-là, c'est que les patients qui avaient le médicament, ils décédaient moins et ils avaient moins d'hémorragie cérébrale. Donc on voit bien que c'est l'action sur la microcirculation, en tout cas c'est notre hypothèse, qui permet de réouvrir la microcirculation et réduire le risque hémorragique. Donc c'est ma dernière diapositive pour vous dire que on a des données maintenant pour montrer que on a dans les caillots des neutrophiles et ces fameux nets, ces fragments d'ADN qui confèrent une résistance au traitement et qu'on va développer maintenant, et on est en train de les évaluer, des stratégies qui vont cibler ces composants-là. Les plaquettes, on sait que c'est associé à des caillots résistants et on a maintenant des nouveaux médicaments, pareils, qui sont en cours d'évaluation pour essayer d'optimiser ce taux de recanalisation parfaite pour la réouverture des petites artères et que probablement, de l'avenir, un peu à l'image de la cardiologie d'ailleurs, c'est un cocktail de médicaments avec une médecine de précision. On va cibler plutôt certaines cellules en fonction des caractéristiques qu'on aura identifiées chez les patients. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Est-ce qu'il y a des questions ? On a un petit peu de temps pour les questions. Moi, j'en ai une très naïve probablement, mais sur la constitution du caillot, les fragments d'ADN, c'est des fragments d'ADN qui sont un peu random et qui servent juste un peu à structurer le caillot, ou est-ce que on peut le génotyper et éventuellement avoir
identifier des modèles de caillots différents, comme vous le faites avec les différentes cellules, mais est-ce que l'ADN pourrait avoir ou le type d'ADN qui sert à segmenter à structurer le caillot peut être utile et peut-être une cible du coup, ou sinon une cible d'identification de certains patients. Alors ce réseau d'ADN qui est relargué par les neutrophiles, qu'on appelle donc les NETs, Neutrophil Extracellular Traps, ce sont des fragments d'ADN libres. En fait, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans l'organisme qui initialement est fait pour lutter contre les agressions bactériennes ou virales. En fait, le neutrophile, quand il se balade dans la circulation et qu'il est confronté à une bactérie, vous savez, c'est un peu au temps des Romains, où vous aviez ces guerriers là, qui envoyaient les filets, ben là c'est pareil. C'est un filet d'ADN pour trapper la bactérie et la plaquer entre guillemets au sol pour faciliter l'action des cellules immuno-inflammatoires pour aller finalement phagocyter l'agent bactérien. Donc après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu, en effet, c'est une bonne question de voir si ces fragments d'ADN essayer d'établir la carte d'identité de ces fragments d'ADN pour après avoir des thérapeutiques encore plus ciblées. Je pense que c'est une piste. Pour l'instant, c'est vrai qu'on part avec des traitements qui sont un peu plus généralistes, où c'est une DNase. En fait, c'est des médicaments qui sont utilisés dans la mucoviscidose, donc qu'on a déjà. Donc peut-être qu'à l'avenir, en effet, on sera encore plus ciblé. Vous l'avez compris, moi je crois beaucoup à l'exemple de la cancérologie. On va se retrouver avec finalement des prises en charge qui seront vraiment de plus en plus individualisées. Et dans cette individualisation, peut-être qu'en effet, on pourra demain plus cibler le type d'ADN. Donc pour en revenir à l'ADN dans les caillots, en fait, comme l'a bien montré Myriam, on a un caillot qui va finalement être arrêté à une bifurcation entre deux artères. Et donc vous allez avoir un afflux de neutrophiles qui vont arriver et qui vont, à tort, prendre ce caillot comme un agent étranger et relarguer les fragments d'ADN.